C'est un marché d'environ 800 000 milliards de dollars américains. La transition écologique va booster l'industrie de batteries de véhicules électriques. C'est avec Béni Tabi qui s'est entretenu avec un journaliste chevronné, Jérôme Sekana, dans cette rubrique éco-cadrage. Moi, je vous retrouve juste après. La transition écologique va booster l'industrie de la batterie pour le véhicule électrique. Une industrie dont la RDC détient la clé par le simple fait que le pays regorge la grande partie des matières premières qui entrent dans la fabrication de ces batteries. Les bases pour la création de cette industrie en RDC ont été posées fin 2021 lors du DRC African Business Forum, au cours duquel plusieurs acteurs de cette industrie ont visiblement manifesté leur intérêt pour ce marché qui s'augure très florissant. Plus d'une année après la tenue de ce forum, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été fait? Quel rôle précis va jouer ou joue déjà le pays de Félix Tshisekedi? Tentative de réponse dans cette interview que nous accorde M. Jérôme Sekana, un journaliste, un habitué des questions économiques. Il est également coordonnateur de l'ONGD Toile d'Araignée. Il a accepté de nous recevoir dans son bureau. Bonjour M. Jérôme. Bonjour Madame Béni. Et merci de nous accorder de votre précieux temps. Vous êtes les bienvenus. Merci. Alors, la RDC se veut, compte tenu de son potentiel, être le leader dans la matière de production des batteries électriques. Vous savez, M. Jérôme, ce marché est estimé à des milliards de dollars. 8 000 milliards de dollars. Ces chiffres font froid au dos. C'est très colossal. Est-ce que vous ne pensez pas que nous exagérons quelque part? Nous n'exagérons pas parce que nous détenons ce que les autres ne détiennent pas. D'ailleurs, moi, je souhaiterais que sur les 8 000 milliards, que mon pays puisse engranger plus ou moins 2 000 milliards. Et les 6 000 milliards autres peuvent revenir à ceux qui vont venir avec des capitaux frais. Vous savez, notre pays est aujourd'hui considéré comme pays solution. Pays solution parce que nous apportons, nous contribuons à la résolution de problèmes, notamment climatiques, notamment le réchauffement climatique. Et au jour d'aujourd'hui, la transition énergétique ne peut pas se faire en République démocratique du Congo, tout comme à travers le monde, sans notre pays. Si je peux rappeler, ce qu'on a appelé la révolution industrielle a existé grâce aussi aux minéraux de la République démocratique du Congo. Et au jour d'aujourd'hui, nous parlons de la transition énergétique qui voudrait que nous ne puissions plus continuer à polluer. C'est-à-dire, il faut contenir les réchauffements climatiques en deçà de 1,5 degrés Celsius. C'est un enjeu majeur. C'est pour cette raison que les scientifiques du monde entier se réunissent. Mais la solution la meilleure, quand bien même aujourd'hui la couche d'ozone est en train de se reconstituer, c'est qu'il faut que nous utilisions, nous polluions peu, nous envoyions dans l'oxygène, dans l'espace peu de carbone, et que nous puissions utiliser par exemple des industries qui ne polluent pas. Et on ne peut pas utiliser ces industries-là, c'est-à-dire il faut abandonner par exemple les énergies fossiles, le pétrole, les gasoils, et surtout les charbons, quand bien même en Europe on assiste à un rétropédalage, notamment en France et au niveau de l'Allemagne, d'autant plus que, après la guerre qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, on a constaté que l'Europe a des problèmes d'approvisionnement en matière énergétique et n'avait pas d'autre choix que de se replier, notamment la France et l'Allemagne. Donc, la solution la meilleure, et c'est ça qui est inscrit dans l'agenda des scientifiques à travers le monde, et que nous ne puissions plus avoir, par exemple, des véhicules qui polluent. Donc, les voitures qui vont circuler dans 25 ans, dans 50 ans, à travers le monde, ce seront des batteries, des véhicules à batterie, c'est-à-dire des véhicules qui ne vont pas polluer. Or, pour fabriquer ces batteries, il y a 4 minéraux très très importants. Vous avez le lithium, nous en avons en quantité, c'est plus d'1 milliard de réserves à Manono. Vous avez le nickel, il y en a en abondance dans le Haut-Katanga. Vous avez le cobalt, dont nous sommes premier producteur mondial depuis la nuit des temps.
Donc, la plus grande production, c'est ici. Et puis, vous avez le manganèse. Donc, ces minéraux-là sont capables d'emmagasiner d'importantes quantités d'énergie dans un format compact. Et ces formats compacts, on les trouve dans des batteries. Et c'est pour cette raison, étant donné que notre sous-sol régorge de ces minéraux-là, on en trouve ailleurs, bien sûr, mais chez nous, c'est de très très bonne qualité et en grande quantité. Oui. Nous pouvons peser sur la régulation du marché, nous pouvons faire en sorte que nous puissions intervenir sur notamment le prix qu'on peut fixer. Et c'est pour cette raison, le président de la République et son gouvernement avaient résolu de pouvoir préparer le terrain, dire aux Africains que nous pouvons nous organiser, nous organiser en Afrique, étant donné que nous disposons de ces minéraux-là, pour demander à ceux qui ont des capitaux de ne pas importer nos minéraux, mais de venir construire les usines en République démocratique du Congo et que nous puissions produire ces batteries en République démocratique du Congo. Par rapport à la production de ces batteries ici en RDC, qu'est-ce que la RDC a déjà fait jusque-là au niveau de l'industrie de la production des batteries électriques? Qu'est-ce qui est fait jusque-là? Beaucoup de bonnes choses. D'abord, le ministre de l'Industrie qui pilote le projet est entre deux avions. On le voit à Addis Ababa, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique est totalement impliquée dans ce projet. Vous avez l'Union africaine, vous avez un peu la Banque mondiale, ainsi que d'autres bilatéraux, qui cherchent à donner corps à ce projet. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui ne profite pas seulement à la République démocratique du Congo, mais profite à l'Afrique et profite au monde. J'en ai pour preuve la dernière visite du président de la République à Washington. Il y a eu la signature d'un protocole d'accord entre l'administration Biden et la République démocratique du Congo et la Zambie, pour qu'on puisse construire en République démocratique du Congo, bien sûr, mais aussi en Zambie, des industries capables de fabriquer ces batteries. Donc, la matière première se trouvant en abondance en République démocratique du Congo et en Zambie, pour fabriquer des batteries moins chères, c'est mieux de les fabriquer ici que de prendre ces minéraux et de les amener en Chine, la Chine qui se trouve être aujourd'hui l'usine du monde, et ça coûterait plus cher que de les fabriquer en Chine que de les fabriquer en République démocratique. Parlons de la Chine justement. Comme vous l'avez dit, actuellement, c'est la Chine qui est en pole position pour la production des batteries électriques, notamment dont nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce qui garantit à la RDC qu'elle pourra faire face à cette concurrence? Il y a d'autres projets, notamment en Europe, en Amérique du Nord, quant à l'implantation des usines de production des batteries électriques. Qu'est-ce qui garantit à la RDC de résister face à la concurrence? Une fois de plus, madame, le lithium se trouve à travers le monde. Il y en a beaucoup, même en Europe. Il y en a. Mais, y compris des terres rares, il y en a plein. Mais chez nous, la qualité de nos minéraux n'est pas à comparer avec d'autres minéraux qu'on exploite sous d'autres cieux. En plus, nos gisements sont déjà certifiés, connus. Donc, ce sont des gisements et les sociétés qui exploitent sont là, ont même des carnets d'adresses, plutôt des carnets de commandes déjà remplis. Donc, la Chine ne peut pas nous faire du chantage. Parce qu'on en a vécu en 2018, lorsque le président Kabila s'apprêtait à signer promulguer la loi cadre sur notre code minier. Eh bien, on a senti un lever des boucliers des miniers qui sont venus ici pour dire que non, il ne faut pas le faire parce que nos intérêts sont menacés. Et qu'est-ce que la Chine avait fait? La Chine avait ouvert ses dépôts pour essayer de casser le prix sur le marché et nous isoler un tout petit peu. Vous savez, c'était en mars 2018, le cobalt était arrivé à 95 000 $ la tonne. Et après cette action-là, eh bien, ça a chuté. Mais la Chine, ses réserves étaient épuisées, au point que la Chine était obligée de revenir ici pour s'approvisionner. Donc, nous pouvons dire qu'il suffit que nous tenions bon. Et je suis confiant. Je sais que le gouvernement de mon pays a
vraiment les couilles pour résister à une quelconque pression que le gouvernement, la Chine ou d'autres investisseurs pourraient exercer sur lui. La preuve, les protocoles d'accord, dont je vais nous parler tout à l'heure, signés entre la République démocratique du Congo, la Zambie et les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas rien dans le contexte actuel. Cela veut dire que le gouvernement américain a compris qu'il ne peut pas se mettre à l'écart de ce marché, d'autant plus que les Chinois se trouvent sur le terrain. Les Chinois ont des gisements miniers importants. Je vous rappelle en passant que Freeport-McMoRan, qui était jusqu'il y a peu le propriétaire de Tenke Fungurume Mining, TFM, avait vendu aux Chinois les gisements. Et qu'aujourd'hui, Freeport-McMoRan est en train de regretter et cherche à revenir. C'est pour vous dire que l'environnement socio-économique, l'environnement minier que présente la République démocratique du Congo n'a pas de concurrents. Sur base de ces éléments-là, nous pouvons dire que le monde entier a le regard tourné vers la RDC. Peut-être sur le plan commercial, on va le dire comme ça, la RDC n'a rien à craindre. Mais sur le plan sécuritaire, cela n'est un secret pour personne que la situation qui prévaut actuellement dans l'est du pays est due aux richesses que regorge cette partie. Alors, ne pensez-vous pas qu'avec tout cet engouement autour de la production des batteries électriques, la RDC va se faire de nouveaux ennemis? Madame, nous sommes un pays convoité, mais nous sommes la République démocratique du Congo. Ce pays restera un et indivisible. Le projet de balkanisation de ces pays ne date pas d'aujourd'hui. Même avant notre indépendance, depuis l'époque coloniale, on voulait balkaniser ces pays, mais ça n'a pas marché. Et ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas sous notre génération qu'il y aura balkanisation. Vous venez d'évoquer un problème très important. Parce que aujourd'hui, nous parlons, vous êtes venu me voir pour que nous puissions parler des batteries électriques. Oui. Mais il y a aussi les téléphones, notamment à l'Est. Et les colombo-tantalites. Coltan, c'est un vocable que les ingénieurs congolais avaient trouvé. C'est eux qui ont mis sur le marché ce vocable coltan, c'est les colombo-tantalites. Dans les colombo-tantalites, vous avez deux minéraux, notamment la colombite et la tantalite, qui ont la magie de stocker et de conserver l'énergie, un peu comme le lithium pour les batteries électriques. Et les coltans entrent dans la fabrication notamment des téléphones, des ordinateurs. Et c'est un marché extrêmement important, plus important que celui du lithium, celui des batteries électriques. Regardez, nous sommes 9 milliards de terriens aujourd'hui. Mais je peux vous garantir que 50 à 60% des terriens détiennent le téléphone. Donc, si vous pouvez vous imaginer que dans chaque téléphone, il y a un peu du coltan de la République démocratique du Congo, vous pouvez vous imaginer le marché. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous saluons, il y a 3 choses à faire. Il faut que le gouvernement, d'abord, se batte comme il le fait déjà, pour sécuriser cette partie. Et pourquoi le Rwanda nous fait la guerre, madame? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le minerai des coltans, c'est le minerai le plus cher de tous nos minéraux stratégiques. Okay. Les colombo-tantalites coûtent aujourd'hui 114 000 $ américains la tonne métrique. Tandis que la tonne métrique du cobalt nage dans les 48, on est en deçà même des 50 000 $ américains. Ce qui fait que avec un gisement de coltan à l'est, on peut faire beaucoup plus d'argent qu'avec un gisement de cobalt au niveau de... D'ailleurs, nous avons décidé dernièrement, nous avons fait une émission dans le cadre de fiscalité et développement, où nous avons suggéré au gouvernement de développer très bien la filière de coltan, dans la mesure où, depuis 1982, année au cours de laquelle le président Mobutu Paix à son âme avait libéralisé l'exploitation artisanale, jusqu'aujourd'hui, le bilan est négatif. D'où la nécessité de retirer ces minéraux stratégiques de l'exploitation artisanale, qui est une exploitation du sang, et on connaît la suite, il y a des batteries, plutôt des téléphones du sang, et confier ça aux sociétés qui peuvent exploiter ça de manière industrielle. Nous savons très bien que toutes les grandes sociétés des télécommunications ont construit des fours à Kigali, à Kampala, pour voler, faire la rapine de nos minéraux
et tuer nos compatriotes et les traiter. Donc pour eux, ils pensent qu'ils peuvent exploiter et accéder à ces minéraux des coltans à vil prix en utilisant les armes, en tuant les gens. Or, ce que le gouvernement doit faire, et c'est le deuxième élément, c'est de pouvoir demander à l'administration Biden de pouvoir remettre sur la sellette ce qu'on a appelé la loi Dodd-Frank. Dodd-Frank Act. C'est sous Obama que cette loi a été prise pour la traçabilité. C'est-à-dire les sociétés américaines, pour la plupart, ces sociétés qui exploitent, qui arment les groupes armés, qui donnent des munitions, des armes et de l'argent à l'Est, ce sont des multinationales américaines et britanniques. Donc, il est question, si au niveau du gouvernement Biden, on remet sur la sellette la Dodd-Frank Act, eh bien, toutes ces sociétés-là vont devoir se mettre au pas et vont venir et vont suivre le gouvernement américain qui a signé avec la République démocratique du Congo et la Zambie le protocole d'accord en ce qui concerne la construction d'une usine de fabrication des batteries électriques. Et le troisième élément? Le troisième élément, c'est qu'on doit faire en sorte que nous puissions créer en République démocratique du Congo, c'est que renforcer ce qu'on appelle l'intégration économique. L'intégration, on a tous ces problèmes à l'Est, et là c'est parce que la République démocratique du Congo ne communique pas avec elle-même, n'échange pas avec elle-même. Imaginez-vous, madame, si on avait des trains à grande vitesse qui partiraient de l'Est à l'ouest, c'est-à-dire de Goma jusqu'à Banana, ou de Mobaï Mbongo dans le sud, dans le nord, jusqu'à Sakanya dans le sud, eh bien, on ferait mieux. Et nous avons une chance extraordinaire, d'autant plus que nous sommes en train de construire le port en eau profonde de Banana. Il faut donner de la valeur économique à ces ports-là. Et il n'y a pas que les lithiums dont on parlait au niveau du Katanga, il n'y a pas que le colombo-tantalite qu'on peut ramasser même à tour de bras quand il pleut à l'est, mais il y a aussi le fer. Le fer dont nous avons un gisement très très important dans l'ex-province orientale, évalué à 20 milliards de tonnes, madame, qu'on peut exploiter pendant 200 ans. Donc, avec ces minéraux-là, on peut donner de la valeur à cette intégration économique en construisant un chemin de fer. Il y a Rio Tinto, qui est la plus grande firme qui exploite le fer, qui est passé par ici et qui est déterminé aussi à pouvoir revenir. Je pense que le gouvernement va négocier avec Rio Tinto pour qu'on arrive à exploiter ça. Ainsi, si on arrive à faire cette intégration économique, on investit dans les infrastructures ferroviaires et navales, parce qu'il faut respecter notre boulevard flottant, que est le majestueux fleuve Congo, eh bien, on peut arriver à se développer et on n'aura pas le budget qu'on a aujourd'hui. Quand bien même le budget a augmenté, madame, on est passé de 9 milliards, aujourd'hui on est à 16 milliards 800 millions de dollars pour l'exercice 2023. Vous savez ça va évoluer crescendo. Vous savez quelque chose retient mon attention pendant que vous parlez. Oui, madame. Vous évoquez des richesses, des sommes vertigineuses. Oui. Pourtant, le Congolais lambda n'en profite pas. La vie du Congolais est quasi misérable, si on peut le dire comme ça. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, dans cette nouvelle perspective de transition énergétique et écologique, le Congolais pourra enfin en bénéficier? Madame, le Congolais de 1960 n'est pas à comparer avec les Congolais d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est un vieux discours, c'est un refrain qu'on a toujours entendu. Mais aujourd'hui, il y a des signes qui ne trompent pas. Lesquels? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a changé de paradigme. Elle s'appelle Pays Solution. Et ce n'est pas pour rien, je venais de vous en faire une démonstration. Deuxièmement, il y a des projets. Prenez un seul projet. Par exemple, les développements locaux de 145 territoires. Ça n'a jamais existé. Nous avons 145 territoires et chaque territoire obtiendra 10 millions de dollars. On va construire des bureaux de l'État où il n'y en avait pas, on va construire des hôpitaux, des écoles. C'est pour vous dire que c'est le début. Et nous les faisons avec le peu de moyens que nous avons, les moyens propres, quand bien même la Banque mondiale a promis de venir à notre rescousse. Mais imaginez-vous, si nous avons une armée très forte, parce que pour la première fois, nous avons, pour résoudre ce problème de l'Est, nous avons en République démocratique du Congo ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, qui pèse 1 milliard. D'ailleurs,
selon une certaine distinction, quand on a revu à la hausse le budget de la République démocratique du Congo, la loi de programmation militaire sera doublée, c'est-à-dire on va aller jusqu'à 2 milliards de dollars qu'on va mettre à la disposition de notre armée qui montera en puissance. Je sais très bien que les gens vont dire, bon, ce n'est pas grand-chose, c'est les cadeaux, les dons que les États-Unis donnent à l'armée égyptienne, c'est à chaque année. Mais nous ne sommes pas l'Égypte. Nous sommes la République démocratique du Congo et nous avons des ambitions d'avoir dans ces pays 1 million d'hommes sous les drapeaux avec 500 000 réservistes. Donc ceux-là qui nous menacent aujourd'hui doivent s'attendre à une réplique terrible dans les années à venir parce que la vengeance est un plat qui se mange toujours froid. La vengeance est un plat qui se mange toujours froid. Pour chuter M. Jérôme, le président de la République séjourne actuellement en Suisse, où il prend part au forum de Davos. Il est en face des grands investisseurs qui peuvent contribuer à l'avancement de cette machine, on va dire, qui est lancée par rapport à la production des batteries électriques. Si vous étiez le président Tshisekedi, que diriez-vous très brièvement à ces investisseurs pour les convaincre? Mais je ne suis pas le président Tshisekedi, mais si vous étiez je suis fier qu'il soit mon président, malgré tout ce qu'on raconte. Et moi, je l'appuie dans la mesure où il est en train quand même de poser des jalons qui prouvent à suffisance que ce pays peut se prendre en charge et se développer. J'ai entendu dans les réseaux sociaux les gens les critiquer en disant, écoutez, il laisse la situation d'insécurité à l'Est, il part et tout ça. Attention, le président de la République est parti là-bas, pas seulement comme président de la République démocratique du Congo, mais président en exercice de la SADC. Donc il ne pouvait pas ne pas être là. Donc il devrait représenter. Alors venons-en à votre question. Oui. Mais toutes les fois qu'il se déplace comme ça, il séduit. Il voyage avec les nouveaux vocables, donc les nouveaux paradigmes de pays solutions. Il invite. Vous savez, la République démocratique du Congo est déterminée à accorder des avantages, y compris des avantages fiscaux, à toutes les firmes qui accepteraient ou qui accepteront de venir s'installer en République démocratique du Congo et éviter d'aller s'installer dans des pays limitrophes comme le Rwanda et l'Ouganda. Ils passent par la fenêtre, ils tuent nos compatriotes. Nous n'accepterons plus jamais ça. Donc, je suis convaincu que, étant donné que la RDC dispose, madame, d'un plan d'industrialisation qui pèse 58 milliards de dollars, vous comprenez? Et ce n'est pas du bluff. Et ce sont des choses concrètes. Et je suis très fier de vous les dire parce que même le ministre de l'Industrie est en train de vulgariser ce plan et la RDC est en train de planter les jalons d'un développement à venir. Et je suis optimiste. Optimiste dans la mesure où même les recettes, pour la première fois dans l'histoire de ces pays, on a mobilisé en ressources propres plus de 10 milliards de dollars américains, alors que par le passé, on arrivait à peine à 4 milliards. Et ça va évoluer crescendo. Donc pour moi, je suis convaincu que, bon, ce pays-là est en train de se redresser. Les fonds qu'on pensait avoir les pieds d'argile est en train de se redresser. Le pays est en train de se redresser et nous allons étonner le monde. Merci M. Jérôme d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous l'avez sûrement compris, c'est la fin de ce numéro d'Éco-Cadrage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro avec le même plaisir.